Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque de Maison Lafitte pour cette nouvelle conférence, la première de la saison, si je puis dire. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet tout à fait étonnant, pour lequel nous avons le plaisir de recevoir M. Dominique Camus, qui va nous parler comme évidemment vous le savez, de la sorcellerie dans la France d'aujourd'hui. Dans la France aussi bien rurale, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à cantonner les pratiques de sorcellerie à la France rurale ou profonde, disons, mais également à la France urbaine. C'est une question à laquelle vous pourrez répondre. Pour ce qui vous concerne, je vais vous présenter assez rapidement, sans doute imparfaite, mais tout de même. Dominique Camus, donc, vous n'êtes pas du tout un sorcier, évidemment, vous êtes un ethnologue, un scientifique, donc quelqu'un qui s'intéresse aux sociétés humaines, aux groupes sociaux. Vous faites des enquêtes de terrain et vous avez pu amasser, récolter de très nombreuses informations, documents, sources, aussi bien des témoignages que des objets, des dessins, des éléments matériels divers et variés que vous prenez et que vous pouvez, entre autres choses, photographier. Vos livres sont en général très illustrés pour certains d'entre eux et qui vous intéressent. Donc, vous êtes docteur en ethnologie, vous avez passé une thèse de doctorat en 1985, si je ne m'abuse, à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous travaillez sur ce sujet de façon à la fois universitaire, puisque vous avez été rattaché à des laboratoires universitaires pendant très longtemps, et également de façon plus indépendante depuis plus de 40 ans. Donc sur le sujet qui va être abordé aujourd'hui et d'autres sujets qui recouvrent plus largement l'ensemble des croyances, des pratiques folkloriques, des pratiques magiques, de la médecine dite traditionnelle, etc., qui font une certaine forme d'identité à la fois de la France et de certaines de ces régions, sinon de l'ensemble de ces régions. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, plus d'une quarantaine. Il y en a un certain nombre ici que vous avez déjà pu acheter pour certains d'entre vous, que vous pourrez acheter à la fin de la conférence. J'en cite quelques-uns, évidemment, je ne peux pas tous les citer, ce serait trop long. Enquête sur les mondes sorciers, qui est une trilogie, l'univers des guérisseurs traditionnels, Voyage au pays du magique, Pouvoir sorcier, ou encore La sorcellerie en France aujourd'hui, qui a été réédité très récemment aux éditions Bussière. Et donc, effectivement, je le répète, que vous pourrez acquérir à la fin de la conférence. Donc, évidemment, le sujet d'études sérieuses de la sorcellerie dans la France contemporaine peut surprendre, dans la mesure où il semble avoir été, pour une part, et sans doute assez essentiellement ravalé au rang des superstitions infantiles ou des prétextes pour persécuter tel ou tel groupe social. On le croit plus ou moins disparu, parfois complètement, parfois quasiment. On est assez évidemment voltairien en France et on plaisante facilement des petites affichettes qu'on trouve très souvent, qui sont distribuées en ville, pour le coup, en provenance de sorciers souvent africains qui promettent monts et merveilles. Cet univers de la sorcellerie contient cependant une réalité tangible qui constitue une sorte, si je puis dire, de monde parallèle, bien que sociologique évidemment, en tout cas officieux par rapport à ce qu'on pourrait appeler la société officielle, qui est encore vivace et qui passe assez largement au travers des radars médiatiques et même de l'observation générale de la société telle qu'elle peut se faire de façon institutionnelle, notamment pour le coup dans la France rurale, mais on verra que la France urbaine contient aussi des îlots de magie. Des réseaux de sorciers font face à des sorceleurs, des empreintes très visibles sont assez souvent laissées, donc j'ai déjà dit que vous illustriez vos livres de riche iconographie, et vous avez pu constituer des dossiers tout à fait étonnants, ayant créé une riche thématique que vous allez nous présenter aujourd'hui de façon assez générale, évidemment, puisqu'on a 1h30 de conférence.
Voilà pour l'introduction. Donc merci de venir nous parler de ce sujet qui, au-delà de l'opérabilité ou pas de telle ou telle pratique, c'est pas vraiment le sujet ici. On dit beaucoup sur le fonctionnement et l'univers mental d'une France dont on ne parle pas beaucoup. Donc une bonne heure, le fonctionnement, c'est une bonne heure d'entretien entre M. Camus et moi-même. Puis les questions du public. Bonne conférence à tous et encore une fois, merci à M. Camus pour sa présence. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, comme on vous l'a dit, je ne suis pas sorcier, je suis tout simplement universitaire et mon domaine de recherche porte sur ce qu'on appelle la médecine populaire et en l'occurrence toutes les thérapeutiques qui reposent sur l'usage d'un don, les thérapeutiques magiques. La sorcellerie en étant un des aspects, et on vous l'a dit, un aspect sur lequel j'ai d'ailleurs commis un doctorat au siècle dernier. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce sujet il y a de ça pour longtemps, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est assez particulier tout de même. Et vous êtes l'un des rares à vous y être lancé avec autant d'insistance. En fait, je n'ai pas d'emblée travaillé sur le domaine de la sorcellerie. En fait, c'est venu de façon un peu fortuite. On me pose toujours la question. Il doit y avoir certainement quelque chose dans votre famille qui a fait que. Ou alors, oui, vous venez de Bretagne, mais là-bas en Bretagne, forcément, on a gardé nos racines, etc. On a tous des druides dans nos familles, etc. Enfin bref. Non, ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. Moi, tout simplement, j'habitais à l'époque en campagne, je suis d'origine urbaine, et j'avais un voisin qui passait le feu. Donc, passer le feu, ça veut dire soigner les brûlures. Et alors, bien sûr, c'était pour tous mes voisins, c'était quelque chose qui allait de soi, mais pas pour moi. Donc, j'ai été voir cette personne, je lui ai demandé comment il faisait, et en fait, voilà, il m'a expliqué ce genre de choses, et partant de là, j'ai voulu me documenter, et j'ai été bien surpris de voir qu'il n'existait pas de livre là-dessus. Il y avait des allusions à ce genre de choses, tous les folkloristes du 19e en ont parlé, mais c'était une phrase par-ci, un paragraphe par-là, ce qu'on appelait globalement les superstitions. Bon, moi qui faisais de l'ethnologie, donc là on parle du début des années 70, ça ne me convenait guère. Donc du coup, je me suis retrouvé tout simplement à travailler sur un sujet et à écrire des bouquins que j'aurais voulu lire, tout simplement. Donc c'est venu comme ça. Et donc, pendant quelques années, j'ai rencontré quantité de gens qui passent le feu, l'ozona, les dards, les brûlures, etc., des guérisseurs. Et puis, progressivement, eh bien, on m'a parlé d'autres sujets. Alors, en fait, j'ai fait tout ça en détail dans un de ces bouquins. Le magique, et plus particulièrement la sorcellerie, a une position bien particulière dans notre société. Pour un universitaire, enquêter sur le domaine des guérisseurs magiques, bon, pourquoi pas? C'est peut-être singulier, mais enfin, en tout cas en Bretagne, on n'en fait pas mystère, il n'y a pas vraiment de problème. Et puis, la question se pose quand cette personne continue d'enquêter pendant des mois et des mois et des mois, est-ce que ces motivations d'enquête ne cachent pas quelque chose derrière? Acquérir quelques secrets, c'est le nom qu'on donne au protocole guérisseur pour passer le feu, les dards, les verrues, etc. Oui, mais passer autant de temps sur le domaine à côtoyer des thérapeutes, donc des gens de pouvoir, eh bien, est-ce que ça ne cache pas autre chose? Et progressivement, mon image, tout simplement, d'universitaire s'est un peu altérée et une partie de mes concitoyens ont vu en moi quelqu'un qui peut-être quêtait le pouvoir, ont vu quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où il y a eu cette altération en fait, de mon identité, tout simplement d'universitaire, de chercheur, et bien là, j'ai eu accès à d'autres discours auxquels on n'a pas accès, à savoir le discours de sorcellerie. Et je l'écris dans un de mes ouvrages, dans un de mes deux ouvrages, là, en fait, et ça va bien fixer le décor. La première fois qui m'a vraiment parlé de sorcellerie, c'était quelqu'un que logiquement je devais bien connaître, il habitait pas loin de chez moi, et il était apparenté par alliance à l'époque à mon ex. Donc logiquement, c'est quelqu'un que je voyais régulièrement. Et un jour, il m'invite à déjeuner chez lui, et
paf, patatrac, il me raconte sa vie et tout un tas de catastrophes qui lui sont arrivées, sur lesquelles j'avais vraiment eu aucune idée. Alors que, bon, j'aurais pu discerner quand même, en plus en tant que curieux de profession, ce qui pouvait dysfonctionner dans son entreprise agricole, parce qu'une ferme, c'est une entreprise. Eh bien non. Et une fois qu'il m'a fait le panégyrique de tous ces malheurs, il m'a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Pardon? Ben voilà. En fait, c'est un sujet dont on ne parle pas. Il n'y a aucune raison de parler de la sorcellerie, sauf à quelqu'un qui peut quelque chose pour vous. Voilà mon premier contact avec cet univers. Donc, autrement dit, même quelqu'un bien investi dans sa région, qui connaît son monde, eh bien, c'est un univers qui passe, vous avez utilisé l'expression, qui passe en dessous des radars. Et c'est effectivement le cas. Et donc, progressivement, eh bien, cet univers s'est dévoilé, mais c'est au fil du temps. Bon, maintenant, j'en parle de façon détachée, mais ça fait plus de 40 ans que je travaille sur le domaine. Donc maintenant, j'ai acquis une connaissance du sujet. On vous l'a dit, j'ai publié pas mal de bouquins là-dessus, donc les gens aussi me connaissent, m'ont vu à la télé ou à la radio, etc. Donc j'ai aussi un autre statut. Maintenant, l'information vient beaucoup plus à moi qu'à l'époque où j'allais aller essayer de la dénicher au fin fond de je ne sais pas quoi, à créer des rencontres, tout simplement. Donc voilà comment s'est passé mon travail. Ça n'a rien en fait de personnel. Après, ce qui est devenu personnel, c'est l'intérêt pour le sujet, parce que c'est un sujet qui est très riche, qui est très multiple, voilà, qui a plein de ramifications dans des tas de registres de notre société. Alors, ok, on va essayer de définir un peu les choses là, pour pas tout mélanger. Qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Et voilà, comment ça s'intègre dans le domaine plus général du magique, voilà, des univers merveilleux? Alors voilà, on vient de le dire, là, de le rappeler, il y a un mot, c'est le mot magique. Alors moi, en fait, je m'assais opposer les choses les unes aux autres, c'est peut-être un défaut de l'université. En fait, dans notre société, le savoir se transmet de la même façon. Il est dans les milieux, il est validé pareillement. Ça s'appelle l'école, un programme, l'université, des diplômes. Bien. Et si on a confiance et qu'on peut demander ou espérer légitimement avoir recours à des personnes, c'est parce que justement ils peuvent faire état de leur connaissance et du parcours qui leur a permis d'acquérir. Donc c'est pour ça qu'on va faire confiance à tous les scientifiques et techniciens de tout poil. Donc ça s'appelle la science. Mais il n'y a pas que des gens qui ont eu ce genre de savoir, quelles que soient les disciplines, à qui on peut demander des choses dans notre société. Il y a aussi des gens qui ont des compétences, mais ces compétences ne reposent pas justement sur une transmission de savoir à l'identique pour tout le monde, mais parce qu'ils ont un don. Et c'est cette notion de don qui va différencier le domaine du magique du scientifique. Le scientifique n'a pas de don, il a des connaissances qu'on peut vérifier, et elles ne lui sont pas propres, alors que la personne qui opère dans le domaine du magique, c'est parce qu'il a un don, c'est-à-dire une capacité à agir. Alors, après, il faut préciser ce que ça veut dire, la notion de don. En général, quand on parle de don, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui nous est propre, qui nous est personnel. C'est à la fois vrai, mais c'est à la fois faux. En fait, il faut définir le contour du magique. On va dire, on va faire une typologie. C'est-à-dire qu'à l'université, les scientifiques aiment bien faire des typologies, et c'est pas saut, quand même. On va dire, on part un peu d'une échelle des facultés, des pouvoirs. Ça aussi, c'est un maître mot qu'on va rencontrer dans le domaine du magique. En bas de l'échelle, on va rencontrer des gens qui ont des facultés pour détecter des choses. On va dire le grand domaine des sourciers, donc des objets qui sont cachés. Ensuite, vous avez des gens qui ont des facultés pour détecter, découvrir, on met des guillemets, des événements passés ou présents, et par cette appréhension de ces événements, eh bien, essayer de tirer les plans sur la comète pour le futur. Là, c'est tout le grand registre des voyants, quelles que soient les façons qu'ils peuvent avoir pour détecter ces événements. Donc là, c'est le registre de la voyance. Et également, dans ce registre-là, il y a des gens qui peuvent communiquer avec des personnages de l'au-delà, c'est les médiums, pour justement essayer de tirer les plans sur la comète par rapport à l'avenir. Donc ça, c'est des gens qui ont des pouvoirs de détection. Ensuite, vous avez des gens qui ont des pouvoirs pour agir.
des pouvoirs pour agir sur l'animé, c'est-à-dire les hommes ou les bêtes. C'est le grand registre des guérisseurs. Alors pareil, il y a différentes catégories de guérisseurs. C'est comme dans le domaine de la médecine, un dentiste, un podologue, c'est tous les deux médecins, ils ne font pas la même chose. Ben, c'est pareil dans le registre des guérisseurs. Vous avez des gens qui ont des facultés pour soigner une maladie parce qu'ils ont un don lié à la venue au monde, à la naissance. Ça peut être le fait d'être né à certaines dates, ou les jumeaux, ou les enfants qui naissent avec le cordon ombilical, etc. Et ça, vous trouverez, il y a un bouquin là-dessus. À côté, vous avez des gens qui ont des facultés pour soigner aussi les maladies, le zonal, les larves, les brûlures, etc. Parce qu'on leur a transmis un protocole guérisseur. En général, on confond toujours les deux, les dons de naissance et les dons qui se transmettent. C'est ce qu'on appelle les penseurs. Ils pensent, PAN, la maladie, avec un secret, c'est le nom qu'on donne à ce protocole guérisseur, qui est en fait un secret de polichinelle, mais bon, peu importe. Eux, ils sont monovalents, ils peuvent soigner qu'une seule maladie. Vous avez à côté des gens qui ont aussi des pouvoirs guérisseurs, pour les hommes et les bêtes, mais qui sont polyvalents. C'est tout le grand registre des guérisseurs magnétiseurs, où là, leur faculté, c'est tout simplement la possession d'un fluide, ça c'est leur maître mot, en fait, qui est lié à notre propre complexion. On a tous des pôles de magnétique dans le corps. Eux sont des gens qui ont des pôles de magnétique plus importants, enfin voilà. Et ils peuvent le transmettre aux souffrants, étant donné que les souffrants sont des gens qui sont déficients à ce niveau-là. Et puis vous avez, on va dire, des cousins issus de Germain, de cette catégorie-là de guérisseurs, qui sont des gens qui ont appris à capter des énergies pour les transmettre aux souffrants. Soit des énergies naturelles ou des énergies plus spirituelles. C'est ce grand registre des énergéticiens qui fait florès depuis une quinzaine d'années. Donc ça, c'est le grand registre des personnes qui peuvent intervenir. Et au-delà, au sommet de cette échelle, vous avez le sorcier, qui va se différencier de deux façons. Il peut agir sur l'animé, comme toutes les personnes précédemment décrites, mais également l'inanimé, c'est-à-dire agir sur les gens, les animaux, mais également les objets, les événements, etc. Deuxième chose qui va le différencier, il peut agir dans un sens ou dans un autre, faire ou défaire. C'est ce que communément on appelle magie blanche, magie noire, qui en fait c'est une distinction qui ne vaut rien, toute la nuit tous les chassons de rien. Donc c'est la seule pratique dans le registre du magique qui est réversible, qui a deux aspects. Les guérisseurs ne peuvent que guérir. S'ils ne peuvent pas, ils changent de métier, ça vaudra mieux pour les patients. Le sorcier peut agir dans un sens ou dans un autre. Donc voilà ce qu'est un sorcier. Donc on est dans ce registre du magique, des gens qui ont des dons, mais avec ces deux caractéristiques. Et alors, qui sont les sorciers? J'imagine, c'est votre prochaine question. Alors, en France, uniquement sur la France, il n'y a pas Poudlard, il n'y a pas d'école de sorciers. En fait, quand on regarde qui sont les sorciers, donc qui opèrent aujourd'hui chez nous, on s'aperçoit que ce sont toujours des gens qui opéraient dans le registre du magique. En général, des guérisseurs, très souvent des énergéticiens, ou des gens qui opéraient dans le registre de la voyance, très souvent des médiums. Et qui, alors, pour deux raisons, peuvent vouloir, en fait, accéder à un statut supérieur au leur. On va dire grimper sur une échelle de qualification professionnelle. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, eh bien, il est infiniment plus lucratif d'opérer dans le registre de la sorcellerie que dans le registre du guérissage ou de la médiumnité. Alors, ok, très bien, je suis médium, je veux devenir sorcier. Ben oui, mais encore faut-il pouvoir devenir sorcier. C'est-à-dire rencontrer un sorcier qui accepte de vous initier. En fait, on va le voir au cours de la discussion, les sorciers sont des gens qui vont passer toute une partie de leur vie à mettre les bâtons dans les roues dans une partie de leurs concitoyens. Donc c'est des gens qui n'ont pas que des amis dans l'univers où ils habitent, et comme tout un chacun, ils peuvent aussi, à l'âge arrivant, eh bien, espérer avoir une retraite paisible et qu'on leur fiche la paix. Donc, la deuxième chose, c'est, ok, je veux me retirer des affaires, mais en général, ils considèrent que leur savoir, c'est quand même important et que c'est bien de transmettre ce savoir qu'ils ont. Donc, ils peuvent être en recherche
d'un initié, de quelqu'un qui transmet ses savoirs. D'autant que c'est bien beau pour un sorcier de dire, ben voilà, maintenant je me retire des affaires, fichez-moi la paix, maintenant ok, mais dans l'univers où il habite, où il est identifié comme sorcier, c'est un vœu pieux. Le seul moyen, facile, qu'on lui fiche la paix, après, pour sa retraite, ben, c'est de pouvoir dire, ben voilà, c'est un tel qui m'a succédé, c'est un tel qui prend le relais. Maintenant, ça y est, j'ai transmis mon savoir à tel, je m'en tire des affaires, c'est lui. Pour peu qu'il y ait un sorcier qui soit dans cette démarche, parce qu'il est assez âgé, en général, on va dire, ça tourne autour 70 ans, quelque chose comme ça, bon, l'âge de la retraite macroniste, on va dire. Et puis, quelqu'un qui, médium ou énergéticien, qui aspire à devenir autre, qui se rend compte qu'il y a effectivement un bon contact entre l'un et l'autre, et bien là, il va y avoir une transmission de savoir. Et on peut vraiment parler d'initiation, parce que cette transmission de savoir, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. En fait, moi j'étais assez surpris dans le registre de la sorcellerie, on parle de très peu. L'apprentissage se fait vraiment sur le tas. Le novice, en fait, va seconder le sorcier dans ses activités quotidiennes, dans les affaires qu'il a à résoudre, tel que j'ai pu le voir, en gros, pendant 2-3 ans en France. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Et puis, quand le sorcier estimera que son successeur supposé en sait assez, malgré tout, il ne dira pas tout, on ne sait jamais. Hein, bon. Mais qu'il en sait assez pour voler de ses propres ailes, et bien là, il fera savoir que maintenant c'est lui qui me succède, et voilà comment ça se passe. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'initiation, au sens propre du terme. Et qui va voir ces sorciers qui vont et l'économie générale finalement de cette profession, si on peut dire? Quels sont les clients? Pourquoi? Alors, tout à l'heure, dans la présentation, vous avez fait allusion. La sorcellerie, contrairement à ce que l'on pense, c'est pas au fin fond des campagnes que ça se passe, c'est aussi bien en ville qu'en campagne. Cette histoire que la sorcellerie se déroule au fin fond des campagnes, ça nous vient de la Renaissance, de l'époque des encyclopédistes, où le savoir se faisait en ville, le reste du royaume étant peuplé de ploucs. Donc, moi, habitant en Bretagne, le plouc, je sais ce que c'est, ça vient de plouc. Voilà. Et en Bretagne, les noms de bleds qui commencent par plouc, il y en a un paquet. Voilà. Donc, cette idée-là que ça se déroule au fond des campagnes, c'est vraiment une idée urbaine qui date de la Renaissance. Non, en fait, il y a la sorcellerie et des pratiques magiques d'une façon plus large, aussi bien en ville qu'en campagne. Alors, moi, la première chose que qui m'a frappé, quand j'ai commencé à investiguer, j'ai utilisé tous les éléments qu'on utilise dans les sciences humaines, à savoir l'âge, catégorie socio-professionnelle, le niveau de diplôme, etc., pour essayer de cibler qui étaient les sorciers eux-mêmes et puis qui étaient leurs clients. En fait, tous ces éléments discriminatoires qui nous permettent en général de faire des typologies ne fonctionnent pas. Il n'y en a aucun qui fonctionne. Et en fait, quand on entend des sorciers, ils nous disent moi, je veux aussi bien des ouvriers, des paysans, des universitaires, des médecins, des avocats. Alors, ils vont vous citer comme ça des professions non valorisées. Alors, on peut comprendre qu'effectivement, c'est un argument commercial, mais en fait, c'est vrai. Ils ont de tout. Donc, pourquoi? En fait, ce que j'appelle le malheur sorcier, c'est-à-dire pourquoi on a recours aux sorciers, c'est vraiment transculturel. Donc, si on veut en savoir plus, eh bien, désolé, on est prié d'aller sur le terrain et puis d'aller rencontrer ces gens-là. Voilà. Parce que tous ces éléments de la démographie, de la sociologie classique, ne fonctionnent pas pour expliquer le recours ou le non-recours aux pratiques de sorcellerie. Parce que là aussi, c'est une chose, c'est vraiment la première chose dont j'ai entendu parler. Quand j'ai commencé à travailler sur le domaine, oh ouais, toutes ces histoires-là, il faut y croire. Donc, ouais, les croyants partent aux croyants. On a l'impression d'entendre l'appel du 18 juin, les Français partent aux Français, et voilà, ceux qui n'ont pas entendu, tant pis. Quand on va interroger des gens qui ont eu recours aux sorciers, ils n'ont rien à dire. La sorcellerie, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment ça marche, et pour eux, ça les dépasse. Eux ne peuvent expliquer que la situation dans laquelle ils sont. Ils n'ont rien à dire sur le sujet. Donc, cette histoire de croyance, non, elle ne fonctionne pas.
Ils découvrent la sorcellerie au fur et à mesure qu'ils vont y être mêlés, mais pas à l'avance. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc bah, là encore, eh bien, retour casse départ et il faut aller sur le terrain. En fait, dans le registre du magique, voilà ce qui m'a frappé, on a trois grands domaines. On peut prendre des exemples concrets. Par exemple, des gens qui vont être confrontés à des éléments paranormaux, des faits paranormaux, mais brutalement. Par exemple, une affaire comme ça, c'est une dame, elle rentre chez elle, une commerçante, la quarantaine, et elle a une longère, c'est une grande maison en terre, en campagne, pas très loin de la capitale bretonne. Et en rentrant chez elle, elle constate que tout ce qui est en verre est détruit. C'est-à-dire, elle ouvre sa porte et puis toutes les vitres sont cassées, les vitres murales sont cassées, les verres des fenêtres, les verres pour boire, etc. sont cassés. Mais uniquement les verres, pas les assiettes, les ampoules, mais pas les abat-jours. Enfin, elle ne comprend pas ce saccage hyper sélectif pour le coup. Cette dame est relativement observatrice, elle voit qu'il n'y a pas eu de traces d'effraction ni aux portes ni aux fenêtres. Elle constate aussi des partitions de verre de chaque côté des chambranles des fenêtres. Si vous n'avez rien à faire, entrez chez vous ce soir, cassez une vitre, vous verrez, il y a des débris de verre dans un sens, mais pas des deux côtés. À croire que les vitres se sont décellées et sont cassées en tombant sur les chambranles. Alors, bon, elle ne comprend pas. Alors, elle fait réparer, elle appelle les vitriers, elle met un peu de l'ordre. Les vitriers viennent, et puis bah, ils causent entre eux, il y avait 2-3 types, et pour eux, bon, bah, la maison était saccagée par une bande de jeunes, quoi, qui sont venus quand elle n'était pas là. Bon, elle ne croit pas trop à cette histoire de bande de jeunes, bon. Elle met son mouchoir par-dessus cette histoire au fond de sa poche, et puis bon, la vie reprend. 3 semaines plus tard, alors ça c'est intéressant, c'est le chiffre 3 semaines, c'est des chiffres qui rythment la magie. À nouveau, rebelote, si je puis dire, en rentrant chez elle, tout ce qui est en verre est à nouveau cassé, et cette fois-ci, il n'y a pas que le verre, tout ce qui est en terre, les tomates, les assiettes, voilà. Et alors, moi j'ai vu la maison après. Effectivement, les tomates se sont déplacées dans le séjour, on fait bouger des canapés ou une bibliothèque, des objets très lourds. Comme ça, les pans de carrelage dans les salles de bain et la cuisine, pouf, sont tombés. Essayez de décrocher du carrelage quand il est bien fixé, vous m'en direz des nouvelles. Et à nouveau, pas de trace d'effraction, ni aux portes, ni aux fenêtres. Alors, elle fait appel à des ouvriers de la boîte qui étaient déjà intervenus, et c'est les mêmes gens qui interviennent, et là, pour le coup, ils recommandent l'affaire, et puis, la question c'est, qu'est-ce que vous leur avez fait quand même? Ils doivent bien vous en vouloir, les jeunes là. Et elle, pour le coup, non, ça passe pas, cette histoire de bande de jeunes, et elle va en parler à l'une de seulement sa plus proche amie, en lui expliquant ce qui lui est arrivé, et elle va développer. Elle va dire, en fait, c'est bizarre, parce que j'ai le sentiment que depuis quelque temps, il y a quelque chose dans la maison. Comme s'il y avait une présence, quelque chose. Alors elle va étayer ça. Elle va dire, bah voilà, il y a des volets qui sont ouverts, je pensais les avoir fermés, ou des portes fermées alors que je pensais les avoir ouvertes, ou vice-versa. Des fois, il y a des déplacements d'air, comme s'il y avait quelqu'un qui passait. Bon, tout le monde sait que le courant d'air, ça existe, surtout dans les vieilles maisons, en terre et en bois. De même, elle va expliquer à son ami, la nuit, elle a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui monte, l'escalier craque, enfin, voilà. Et au fur et à mesure qu'elle développe ce genre d'argutie, elle voit la mine de son ami s'allonger, et là, cette dame-là, elle passe du tout, réfléchit vite, et elle comprend, elle dit, mais elle nous dira après, donc elle arrête brutalement, elle comprend que si elle continue comme ça, aux yeux de son ami, elle va passer pour quelqu'un qui a largué les amarres, qui a grillé les plans. Et ça, c'est vraiment... moi, c'est un fait marquant dans la sorcellerie. Souvent, les journalistes demandent « Ah, mais Monsieur Camus, donnez-nous des anecdotes, est-ce qu'il vous a marqué ?» Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est le fait que les gens vont être confrontés à un malheur, en plus, là, très singulier, des objets qui bougent, des choses comme ça. On ne peut que constater les effets. Et ils ne peuvent pas dire, même
aux plus proches, hein, eh bien, leur détresse. Ils doivent garder ça, à défaut, autrement, d'accepter de passer pour quelqu'un d'autre, d'accepter effectivement qu'ils ont perdu la vue la bite. Évidemment, ils ne sont pas prêts à ce genre de choses. Donc nous avons affaire à des gens que moi je qualifie vraiment en situation de mort sociale. Ils ne peuvent pas parler de leur détresse la plus intime parce qu'elle est illégitime, elle n'a pas le droit de citer. Donc, voilà, c'est pas des gens qui du jour au lendemain vont se dire « Oh, bah oui, il m'arrive des tas de pépins, oh, c'est parce qu'il y a un sorcier qui est sur moi. » Non, pas du tout. Là, il est confronté. Comment expliquer ce saccage bien particulier, hyper sélectif? Bah, la raison ne fonctionne pas. Là. Donc, recours eh bien, au paranormal. Le deuxième cas de figure, donc, c'est des gens qui vont être confrontés comme ça à un malheur hyper brutal. Sur laquelle la raison ne fonctionne pas pour donner des éléments d'information, et puis surtout, comment y remédier? Est-ce que ça ne va pas continuer? Parce que là, on voit déjà, il y a un crescendo. Un deuxième cas de figure, que je vais narrer plus rapidement, qui se passe en campagne. Là, vous trouvez tout ça dans un des livres. C'est une affaire de paysans, ils ont autour de 55 ans à peu près, donc ils sont une petite dizaine d'années de la retraite, polyculture, élevage, et progressivement, eh bien, tout leur univers va aller se déglinguer. Il va y avoir des pertes de machines agricoles, les machines agricoles qui ne vont plus fonctionner, ou les machines électroménagères, la télé, la radio, le tank-à-lait, le réfrigérateur, etc. Bon, tous les éléments comme ça, matériels, vont progressivement se déliter. Alors à chaque fois, effectivement, on appelle tous les réparateurs de tout poids, le service après-vente, ils sont là pour ça. Sauf que, soit effectivement les matériels sont défectueux, il faut les changer, ou alors il faut les réparer. Et par exemple, à la campagne, quand votre réfrigérateur, c'est des grands bahuts comme ça, tombe en rade, c'est vraiment toute la production potagère, les lapins, les volailles, tout ça ça file sur le fumier. Le tank-à-lait qui tombe en panne, c'est toute la production laitière donc, qui est stockée là pendant une semaine avant que la coopérative vienne ramasser. C'est leur plan, en fait, de l'exploitation agricole. Quand ça tombe en panne, tout ça, c'est des centaines ou des milliers d'hectolitres de lait, c'est impropre à la consommation, donc ça file bien au fumier. Donc là, c'est vraiment toute l'économie, la structure économique qui va se délitant. Et puis, il va y avoir des épisodies singulières. Dans cette ferme, d'un seul coup, toutes les volailles vont être retrouvées crevées. Ils n'ont rien changé. Donc c'est aussi bien les poules, il y avait des canards, il y avait des pigeons. Tout le même jour. On n'explique pas ça, ils n'ont rien changé par rapport à l'alimentation, il n'y a pas eu de prédateurs, etc. Même si un renard vient pour choper des pigeons en hauteur, ils sauter haut, ça ne marche pas. Peu de temps après, pareil, les clapets, tous les lapins retrouvés morts. Comment expliquer ça? Et puis eux-mêmes, ces gens vont être pris dans leur intégrité physiologique. Je vous passe le détail, mais quand je les rencontrerai, entre le début de leur problème comme ça, de machine qui tout part en breloque, et l'intervention d'un désenrouteur, c'est passé à peu près 18 mois. Le monsieur marchait avec des cannes, donc ça faisait déjà quasiment un an, il avait loupé une moisson et une récolte. Il se faisait déjà presque un an qu'il ne montait plus sur son tracteur, et sa femme avait tout le bras en écharpe, une partie du corps avec un énorme eczéma, et elle pouvait à peine bouger la peau de l'âme. Donc voilà où ils en sont. Ces gens-là, évidemment, quand ils se lèvent, c'est qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Comment voulez-vous imaginer que les cieux soient plus bleus aujourd'hui qu'hier, alors que tout part à bout de l'eau? Mais malgré tout, ils continuent. Et c'est pas eux qui vont d'un seul coup se réveiller en disant « Eureka, j'ai trouvé, c'est parce qu'il y a un sorcier qui m'en veut ». En fait, il y a toujours une tierce personne qui intervient. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est jamais lié à juste des gens isolés. Il y a toujours un groupe social qui est au cœur de la chose. Cette tierce personne, c'est en général un parent ou un proche, quelqu'un qui connaît très intimement votre situation et que j'appelle être le révélateur. C'est lui qui va dire à un moment donné à ces gens « Ouais, ce qui vous arrive, c'est pas normal. » Il n'y a pas besoin d'avoir fait de musique pour s'en rendre compte.
Et s'il le dit, il va dire en même temps, c'est pas normal, parce que j'ai connu des gens qui étaient dans votre situation, et ils s'en sont sortis parce qu'ils ont fait appel à la seule personne qui peut s'en sortir, à savoir un sorcier désenvoûteur. C'est à la fois, il va annoncer en fait la maladie, c'est-à-dire l'envoûtement, et le remède, avoir recours à un désenvoûteur. Et cette parole est d'autant plus crédible qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des problèmes avec les machines, ben, on appelle les réparateurs de tout poil, problème avec les bêtes, les vétérinaires, ben, c'est leur job de venir. Problème de santé, c'est toute la chaîne médicale, du généraliste au spécialiste. Tous ces gens ont été consultés, bien évidemment, ça va de soi. Sauf que ni les uns ni les autres n'ont pu d'une part expliquer ce qu'il se passait, l'origine de ces dysfonctionnements, et puis encore moins y remédier. Donc, que voulez-vous faire après? Rester les bras croisés en attendant qu'il y ait encore une nouvelle file qui vous tombe sur la tête? Ben non. La vie n'est plus possible dans ces cas-là. Et là, pour le coup, ce révélateur fera le lien en général avec le désenvoûteur. Souvent, c'est parce qu'il connaît des gens qui ont été dans ce cas-là, ou lui-même y a été. Vous voyez, ce n'est pas une croyance. Les gens, cette famille n'a pu m'expliquer que ce qu'ils avaient vécu depuis 18 mois. Voilà, il nous est arrivé ci, il nous est arrivé ça. Comment expliquer des mammites? Les mammites, c'est des affections des mamelles. Bon, ça, je ne connais pas d'éleveur qui n'ait jamais été confronté à ce genre de choses. Mais quand vous avez un troupeau où les vaches sont prises par paquet de 5 toutes les 3 semaines, ça veut dire pendant à peu près 3-4 mois, l'intégralité du troupeau finit. On ne peut plus commercialiser le vétérinaire. Il a rendu son latin, pour le coup. Comment expliquer ce genre de choses? Donc voilà comment, on va dire globalement, on a une chaîne de malheur là, qui commence très loin des gens. Donc les gens n'y prennent pas garde, ne se rendent pas compte des dysfonctionnements de machines divers et variés, ça arrive, des épisodies, ça arrive et tout ça. Mais progressivement, ça gagne en intensité dramatique. Par exemple, toutes les volailles qui crèvent d'un coup, quand même, c'est un peu fort de café. Et puis ça se rapproche des gens jusqu'à les toucher dans leur intégrité physiologique. Vous voyez, cette chaîne de malheur gagne en intensité et se rapproche des humains. C'est ça sa particularité. Et la deuxième particularité, c'est que tous les spécialistes, les scientifiques, ceux à qui l'on s'adresse parce qu'ils ont ce savoir validé par tout le monde, ne peuvent rien dans leur cas. Donc, la sorcellerie, le recours aux sorciers, ce n'est pas un choix, c'est l'ultime recours. D'où la singularité de ces pratiques et de la situation dans laquelle se retrouvent ces gens. Et que fait le sorcier donc, dans ces cas-là? Comment il intervient? Est-ce qu'il a des techniques particulières? Comme on l'a dit plusieurs fois, il y a beaucoup d'illustrations, parfois assez parlantes. Il y a quand même des techniques et une matérialité de l'acte du sorcier, du désenvoûteur ou de l'envoûteur. C'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect de quelqu'un qui envoûte et l'autre qui essaye d'envoûter, l'autre qui essaye de désenvoûter, une espèce de confrontation. En fait, la première chose que va faire un sorcier, c'est de demander à la personne qui s'adresse à lui, qui n'est pas forcément encore un client, de lui raconter son histoire. Il va le faire d'une telle façon qu'il n'y a pas d'éléments, de faits sans isoler, sans qu'il y ait quelqu'un derrière. À chaque fait, il doit y avoir des personnages. C'est un peu l'inspecteur Ménenquête, on va dire, en quelque sorte. Il n'y a pas de fait isolé. S'il s'est passé ça, qui vous avez vu en même temps, etc. Enfin, voilà. Et du coup, ça pousse les gens à avoir une relecture un peu dynamique de leur vie et à remettre de l'ordre dans leurs pensées, peut-être retrouver des faits isolés, des choses sur lesquelles ils avaient fait l'impasse, etc. Et puis, une fois qu'il y aura ce récit qui sera reconstitué, retissé, cette trame de vie, là, le sorcier dira « ouais, ok, faut voir ». Non pas qu'il croit que ces gens lui racontent des salades, mais, en général, il demandera à aller sur les lieux. Rappelez-vous ce que je vous disais, qui sont les sorciers. Là, souvent, des gens qui ont eu un passé dans l'univers du guérissage. Et il faut voir que savoir plus exactement, que ce sont des gens qui disent, et c'est la propre de leur particularité,
de leur don, eh bien, ressentir chez quelqu'un ou dans un lieu la trace de dons négatifs, maléfiques, ça c'est des maîtres mots qu'on va voir, qui effectivement valident le fait que là il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'est pas du registre du normal. Alors, soit les gens possèdent ce genre de choses sur eux parce qu'ils sont atteints directement dans leur intégrité physiologique, auquel cas le sorcier va le savoir tout de suite, son corps va réagir, ou autrement, eh bien, il demandera d'aller voir les lieux, et si par exemple il a des facultés de penduliste, utiliser le pendule, eh bien, il va essayer de localiser, eh bien, s'il y a des endroits où il y a des ondes négatives, et après de savoir qu'est-ce qui les a transmises à ces endroits-là particuliers. Donc c'est de faire une inspection des lieux, détecter la trace de ces, on va dire, de ces émanations qui attestent qu'effectivement, là, il y a eu du magique négatif qui est intervenu, et puis après, de savoir comment ce magique est intervenu pour toucher la personne qui, pour le coup, deviendra son client. Et on ne va pas rentrer dans le domaine de la cuisine des sorciers, ça vous trouverez ça en détail dans les bouquins, mais on va dire, vous avez un moyen qui est facile. Les sorciers peuvent agir de façon différente. Soit directement par le contact. Vous touchez quelqu'un, bon, vous transmettez un sort. C'est rapide, c'est efficace, sauf que la personne peut vite faire le lien entre ce qui lui arrive et le fait d'avoir vu un tel qui lui a mis la main sur l'épaule ou qui lui a donné à manger ceci ou cela. Enfin, voilà. Donc là, le contact direct, les sorciers peuvent être vite démasqués, repérés. Donc il y a des contacts, mais qui peuvent être indirects. C'est-à-dire mettre la personne sur laquelle le sorcier veut agir au contact d'objets chargés eh bien, de ses intentions négatives, ce qu'on appelle des charges. Alors ça peut être très divers et varié. Ça peut être en campagne, souvent c'est pour maléficier des animaux, des cœurs d'animaux avec des clous, etc. Les fameuses poupées d'envoûtement en cire ou en paille ou en terre, etc. Enfin voilà, tout dépend du savoir et des capacités inventives du magicien en question. Bon, mettre la victime en présence de ces objets. Effectivement, les dissimuler de façon qu'il ne se rende pas compte. Sachant que les endroits privilégiés pour dissimuler ce genre d'objet, c'est effectivement la chambre à coucher, parce que là, on dort. Pendant plusieurs heures, on n'a pas une vigilance. Donc le contact sera d'autant plus facile à fixer et prononcer, parce que pendant des heures. Et autrement, le deuxième lieu, c'est la cuisine. C'est là où on passe le plus de temps. Et autrement, bien sûr, tous les lieux de passage, notamment si ça se déroule en campagne, les lieux, les entrées de champs, de bâtiments, etc., des tables, enfin voilà. Donc, la première chose que va faire donc ça, c'est des moyens d'action indirects. Et puis, bien sûr, il y a les moyens d'action. Donc ça, c'est en présence, en fait. On met la victime en présence d'objets. Mais la sorcellerie peut se faire aussi à distance, c'est-à-dire le sorcier opérant, alors en général, plus par le biais de formules, d'invocations, ce genre de choses. Où là, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Bon, on va dire, on a en gros, le magique fonctionne sur deux branches, une partie, on va dire, naturelle ou naturaliste, qui va utiliser des objets et un contact plus ou moins direct, et puis une autre partie, on va dire, qui est plus spirituelle, entre guillemets, où on va faire intervenir des forces de l'au-delà, diverses et variées. Là, tout dépend, effectivement, de la connaissance qu'a le magicien en ce domaine. On dirait que voilà les deux grands registres sur lesquels les sorciers opèrent. Bien évidemment, les pratiques sont très souvent mixtes, non pas qu'une flèche à leur arc. Alors, la première chose que va faire un des envoûteurs, c'est d'essayer de savoir par quel truchement les sorts ont pu toucher son client. Donc, d'explorer tout l'univers de la personne pour détecter éventuellement s'il y a des objets de sorcellerie, les découvrir, partant de là, eh bien, les annihiler et les détruire. Et ensuite, la deuxième phase consiste à requinquer les gens ou les animaux, si c'est le cas, parce que bon, souvent les gens sont amoindris physiologiquement. Donc si les sorciers, d'où l'intérêt de ceux qui avaient
qui étaient guérisseurs auparavant, de leur donner soit des potions diverses et variées, ou des séances de magnétisme, enfin leur donner, c'est pas le mot, leur vendre, il n'y a rien de gratuit dans le Magica. Mais voilà, de requinquer les gens par les moyens qu'ils connaissent, les animaux également, et ensuite de protéger l'univers de la personne pour pas que ça revienne. Donc il va y avoir tout un tas d'éléments qui vont être fournis, des pentacles, des talismans, éventuellement des formules de protection. On ne sera pas avare d'eau bénite, de fumigation, etc. Là aussi, les armes sont très diverses et dépendent vraiment de la connaissance qu'a acquise le magicien au cours de son initiation. Voilà comment ça se déroule, un des envoûtements. En général, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, c'est clair que le jeteur de sorts, il se sait découvert, puisqu'il voit que ses opérations ont été contrariées par quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre étant évidemment quelqu'un qui a des facultés magiques comme lui, donc un des envoûteurs. Se sachant découvert, eh bien maintenant, il ne va plus financer. En fait, le bon envoûtement consiste à agir sur quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, lui ou des proches. Parce que du coup, il peut faire intervenir un des envoûteurs pour contrarier ses opérations. Donc là, il sait qu'il est découvert. Pas forcément identifié nommément, mais donc du coup, si pour lui, l'enjeu en vaut la chandelle, et ça on va voir ce qu'ils sont les enjeux après, eh bien là, il va y avoir une deuxième phase de sorcellerie qui va se faire, et là, on ne finesse plus. On va vraiment à l'essentiel. Et très souvent, cette deuxième phase, c'est là où elle peut être pathogène. Il y a des affaires de sorcellerie, dans un méthode, où il y a des décès. Donc là, on ne finesse plus, on va à l'essentiel. Donc, le désenvoûteur doit absolument refaire tout le circuit, à nouveau redécouvrir comment les sorts ont été propagés, si c'est des objets, les dénicher, les détruire, les annihiler, protéger des gens, les requinquer, etc. Et puis, bien sûr, parce que là, c'est clair, le combat est engagé. Et là, c'est un combat, en fait, la sorcellerie, c'est un peu comme un match de boxe. C'est au point. Soit il y a un des deux protagonistes qui laisse tomber, se disant que l'autre sera plus fort. Donc, il estime qu'il n'a pas suffisamment la force, il lâche l'affaire. Donc là, c'est dommage pour son client, mais c'est tout. Ou alors, il estime qu'il va avoir la force et le combat s'engage et c'est au point. Il y a un chaos, c'est tout. Un des deux ne doit pas se relever de la chose. Donc voilà. Alors, ce faisant, quand on en est à ce point-là, c'est clair que les envoûtés, et pour le coup, les envoûteurs, ils veulent savoir à qui il a affaire. Quel est son ennemi? Et les envoûtés veulent savoir effectivement qui est à l'initiative de ce genre de choses. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tous les éléments discriminatoires utilisés dans les sciences humaines ne fonctionnent pas. Eh bien, on s'aperçoit que la sorcellerie se déroule toujours entre des proches, tout le temps. Soit membres de la famille, voisins, ou personnes du lieu de travail. Ça, c'est les trois pôles. Et pour des raisons qui sont très simples aussi. Je parlais de cette histoire de ferme là. Là, c'était des paysans qui étaient pas loin de la retraite. Leur plus proche voisin, c'est un jeune agriculteur dynamique, la trentaine, et leur ferme se jouxtait. Et ce paysan dynamique avait demandé, il voulait s'accroître bien sûr, et demandait donc l'achat d'une partie des terrains de ce voisin. Évidemment, lui n'allait pas vendre ses terres parce que autrement il ne pouvait plus exploiter son exploitation agricole, donc il a refusé. Donc lui, eh bien, il l'empêchait, en fait, cet exploitant dynamique d'aller de l'avant. C'était le grain de sable qui enrayait la machine. Donc, ben voilà, lui il voulait aller de l'avant, donc on se bat pour un capital économique, soit pour l'accroître, ce jeune agriculteur dynamique a été le jeteur de sorts, ou pour le protéger, ce groupe de paysans à qui tous ces malheurs sont arrivés. Le premier élément, donc, c'est l'élément financier, accroître ou protéger un capital financier. Deuxième élément, accroître ou protéger un capital affectif ou relationnel. C'est tout le registre de la magie amoureuse ou relationnelle, tout le registre des gens dont la profession est, eh bien, d'accroître un réseau, on va dire, social important, comme on pourrait dire dans notre jargon de sociologue.
Par exemple, tous les politiques, les journalistes, les avocats, enfin tous les gens dont la profession est basée sur les relations sociales. Et le troisième élément, c'est tout simplement la vengeance pure et simple. Il peut y avoir des gens qui estiment qu'on leur a fait affront, tous les moyens légaux, tous les recours possibles pour venger cet affront qui vous a si profondément marqué ne fonctionne pas. Donc on a recours à quelqu'un qui va s'affranchir de ces éléments et qui lui va pouvoir exercer cette vengeance que vous pouvez juger légitime. C'est le cas de cette histoire-là avec les phénomènes paranormaux. En fait, la sorcière était mandatée par la belle-mère de cette dame qui imputait le divorce de son fils, qui devait sans doute être la 7e merveille du monde, à cette femme, et donc lui en voulait et a utilisé les capacités d'une magicienne pour ce faire. Donc voilà. Donc c'est ça les registres de la sorcellerie. Ils sont pas compliqués, et donc c'est toujours entre personnes qui se connaissent, parce qu'ils sont en lice pour des choses essentielles. L'économique, l'affectif ou simplement la vengeance. Les pratiques magiques que vous décrivez sont finalement très liées avec un certain nombre de formes populaires de religiosité, du catholicisme et du christianisme, puisqu'évidemment on est en France, on peut penser aux prières, vous avez parlé d'eau bénite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette relation un peu contre nature, entre finalement des choses qui relèvent plutôt de la superstition, presque du paganisme, et l'autre qui relève... Oui. Alors voilà, nous avons affaire à une pratique sociale. Pratique sociale, tout simplement, il y a des sorciers, il y a des clients. Voilà. Il y a des demandeurs et il y a des fournisseurs. Il faut savoir que la sorcellerie n'existe plus en France depuis plusieurs siècles, depuis que Louis XIV l'a abolie. En fait, la sorcellerie, depuis Louis XIV, soit il y a des gens qui pensent que d'autres de leurs concitoyens ont des facultés paranormales, des pouvoirs magiques. Ces gens-là pensent ça, soit parce qu'ils sont un peu zinzin, ils n'ont pas toutes leurs facultés, leurs cases en place. Qu'à cela ne tienne, l'État va y remédier. C'est la mise en place des structures asilaires qui donneront plus tard la psychanalyse et la psychiatrie. Bon. Ou soit ces gens-là pensent ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires. Qu'à cela ne tienne, l'État va y remédier, ça s'appelle la transmission du savoir, l'école, l'éducation nationale, etc. Voilà. D'un autre côté, il y a des gens qui prétendent avoir ce genre de faculté. Là aussi, deux cas de figure. Soit ils prétendent avoir ce genre de faculté parce qu'effectivement, ils n'ont pas toutes les cases à la bonne place. Dans ce cas, là encore, l'État, dans sa grande mansuétude, va faire quelque chose pour eux. En l'occurrence, les interner, la médecine va veiller là-dessus. Ou, eh bien, ces gens prétendent avoir des facultés, sachant qu'ils n'en ont pas, et ce sont de fiefs coquins. Là encore, l'État va veiller au grain et la justice passera. Donc voilà le registre dans lequel se trouve la sorcellerie depuis Louis XIV. Vous pouvez toujours aller porter plainte à la gendarmerie, on va ouvrir les grands yeux. Ça, c'est parce que le délit n'existe pas. Voilà, c'est tout simple. D'où le fait que ça positionne les gens dans la façon de dire ou de ne pas dire. Alors, c'est vrai qu'il y a une personne, ou une catégorie de personnes, qui a été mêlée de près à la sorcellerie pendant des siècles, à qui on peut en parler sans trop essuyer les golibets, à savoir le curé. L'histoire, effectivement, nous montre que pendant des siècles, eh bien, il y a eu des persécutions de sorciers entre le milieu du XVe et la fin du XVIIe. Il y a des bûchers, il y a eu des chasses aux sorcières, etc. L'Église était partie prenante de ce genre de choses, aussi bien en France que dans toute l'Europe, mais sous des formes variées, bien sûr. Mais bon, voilà, l'Église était au fait de la chose. D'ailleurs, y a-t-il pas dans chaque diocèse un ou plusieurs exorcistes? Donc les gens confondent assez allègrement l'exorciste et le désenvoûteur, le sorcier et le curé. En fait, donc les gens, comme ces paysans, là, par exemple, eh bien, ils peuvent aller voir le curé et dire, ben voilà, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, qu'est-ce que vous comptez faire? Le curé,
va ouvrir les grands yeux. Il ne peut pas recevoir ce discours parce que l'Église a emboîté le pas depuis Louis XIV. La sorcellerie n'existe pas. Alors c'est vrai que l'Église a été traversée par en fait ça remonte à l'histoire du catholicisme, et notamment le retour de la Deuxième Croisade. La question s'est faite pressante à partir du XIIe. Comment se fait-il que des gens ont des facultés paranormales pour agir à dessein contre leurs concitoyens? Eh bien, c'est parce que, le schéma, je vous le narre très rapidement, il a quand même pris 4 siècles avant d'arriver là, c'est parce que ce sont des ennemis de Dieu. Ah bon, si ce sont des ennemis de Dieu, qui donne ces facultés? L'ennemi de Dieu, le diable. Là, on a cette période du manichéisme. Donc, ces gens-là se sont retrouvés des affidés du diable. Donc là, forcément, l'Église a son rôle à dire, puisque, par définition, elle doit lutter contre le diable. C'est un devoir d'ailleurs de tous les chrétiens, pas seulement ceux qui ont été sanctifiés, hein, pas seulement les prêtres. Bon, partant de là, le moyen de lutter contre le diable et ses suppôts, il y a eu des dérives. L'Église catholique romaine a décidé que, pour éviter tout un tas de dérives qu'il y a eu par exemple chez les anglicans, eh bien, c'est que dans chaque diocèse, les évêques nommeraient une ou plusieurs personnes dédiées à cette charge pour savoir qui sont les personnes qui peuvent être envoûtées. Partons du principe que les sorciers n'existent pas en tant que tels, mais que le malin, le diable ou l'un de ses sbires peut très bien rentrer dans le corps de quelqu'un pour mener ses petites affaires. Ça s'appelle la possession. Alors il est évident que pour Marcel, Jean-Jacques ou Pauline, eh bien, quelqu'un qui peut envoyer un démon, ou lutter contre un démon pour faire sortir la personne, eh bien, il peut bien venir à bout éventuellement d'un jeteur de sorts, qui peut-être a envoyé le démon. L'Église, non. La possession, l'intrusion dans le corps d'un démon s'appelle l'exorcisme, ça relève du religieux. Le fait que vous avez un voisin ou un collègue de boulot qui vous empoisonne la vie par voie magique, ça ne relève pas du registre de l'Église. Donc voilà, les gens confondent en fait sorcellerie, possession, désenvoûtement, exorcisme. Et les gens, effectivement, ne comprennent pas cette distinction. Et du coup, d'autant que l'Église a été mêlée pendant des siècles aux affaires dites de sorcellerie. En fait, il y a d'un côté une sorcellerie savante qui s'est instaurée par le biais des théologiens, on va dire à partir du XIIe siècle, et puis une sorcellerie populaire, qui est celle que je vous ai narrée tout à l'heure, qu'il s'agit d'agir contre quelqu'un pour des motifs très pragmatiques. Eh bien, ces deux sorcelleries là ne se rejoignent jamais. Et au cours des procès de sorcellerie, en France, j'ai pu travailler sur le sujet, les gens avouaient facilement. Mais ce qu'ils avouaient, ça n'intéressait pas du tout les juges. Ils s'en foutaient de machin qui a fait crever la vache d'un tel, ou qui a noué l'aiguillette à un tel, ou... Non. Et le diable, où il est là-dedans? Où est-ce que vous l'avez vu? Les autres, de qui? Je ne sais pas. Ils peuvent parler du sorcier présumé, de machin qui, soi-disant, a des dons. Le diable, ils ne connaissent pas. Mais allez savoir, si ces gens lettrés, savants, vous disent que celui qui a des dons, ça vient du diable, peut-être, moi je veux bien, c'est peut-être vrai, et voilà. Or, c'est en fait deux choses complètement différentes qui à aucun moment ne se rejoignent. Mais les sorciers, je vous ai bien lu, utilisent tout de même des ressorts de croyances chrétiennes populaires, comme le recours au saint ou à la Vierge, etc. Qu'est-ce que c'est susceptible de signifier tout ça? Oui, alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a deux branches d'opération dans le domaine du magique. Une branche, on va dire, plus naturaliste. Les sorciers sont des gens qui sont initiés à un savoir donc occulte. Ça aussi, c'est un des maîtres mots. Je veux dire, la science, c'est pour tout le monde. Le savoir occulte, c'est à destination de certaines personnes. En quelque sorte, des élites. Eh bien, soit ils ont ce savoir qui consiste à utiliser des vertus d'éléments naturels, pierres, plantes, etc., que connaissent et que
que globalement la plupart du commun des mortels ne connaissent pas. Ou alors, ça c'est plus ceux qui viennent du registre de la médiumnité, ils ont des facultés pour dialoguer avec des forces de l'au-delà, pour les faire agir. Alors, qui sont ces forces de l'au-delà? Eh bien, en gros, on va les retrouver pris dans notre univers de référence culturelle. Alors, il faut savoir que, d'une façon générale, dans l'Europe chrétienne, mais notamment dans tout ce qui est catholicisme romain, il y a ce qu'on appelle l'intercession des saints, c'est le concile de Nicée en 721, où l'idée veut qu'on puisse demander à des saints personnages, donc des gens de l'au-delà, eh bien, d'intervenir sur la destinée humaine. Et en plus, ces personnages de l'au-delà ont été investis d'un certain nombre de capacités dans certains domaines. Généralement, c'est lié à leur vie, à des éléments en général très liés aussi à la vie du Christ, ou à leur fin de vie, leur martyrologue. Donc voilà, on a des personnes de l'au-delà, alors on va dire qui appartiennent, alors je mets des guillemets, au panthéon catholique, je mets des guillemets parce que donc il n'y a pas de panthéon dans le catholicisme romain, mais voilà, on peut faire intervenir des gens, des divinités officielles ou pas. Mais vous avez également, depuis le retour de la deuxième croisade, tout un tas de personnages qui n'appartiennent pas du tout au catholicisme. Toute cette cohorte d'anges, de démons, etc., c'est nouveau en Europe. Ça a été le grand bouleversement. Toute l'astrologie, le fait qu'il y ait des personnages liés aux planètes et tout, Moyen-Âge, vous ne connaissez pas. Ça, c'est seulement après, au Moyen-Âge et à la Renaissance, que c'est arrivé chez nous. Ça a été un bouleversement complet de pensée. Mais là, justement, il y a des gens qui peuvent avoir des capacités, qui savent qu'il y a telle entité qui est liée à telle planète a des connexions avec des éléments naturels, et voilà. Et donc, comment noue-t-on contact avec des personnages de l'au-delà? Eh bien, en leur donnant un état civil, ça permet effectivement, c'est pas des inconnus, on ne cause pas n'importe qui. Et tant qu'à faire, si on doit avoir affaire à des entités, autant avoir des super entités. On n'a pas eu besoin de Marvel, hein. C'est des super-héros bien avant l'heure. D'où le fait que, eh bien, on s'adresse, eh bien, à Dieu, au Christ, à Saint Jean. Saint Jean, au commencement était le Verbe. À partir de là, on maîtrise les choses et on les crée comme on veut qu'elles soient. Le proto-évangile de Saint Jean, donc c'est ça, a déjà été, dès le Moyen-Âge, utilisé à des fins magiques, soit de protection, ou soit pour agir à l'encontre des autres concitoyens, dans un sens ou dans un autre, pour guérir ou pour propager des sorts. Vous voyez, ces personnages, même si certains peuvent être issus du catholicisme, sont utilisés dans un sens ou dans un autre. En fait, on n'est pas dans le domaine du religieux. La grande différence entre le religieux et le magique, c'est que dans le religieux, on va prier une divinité, éventuellement, de bien vouloir agir sur tel registre, pour telle cause. Après, à cette divinité de faire ou de ne pas faire, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle s'en fiche de vous. Enfin voilà, elle est libre. Elle a son libre arbitre, elle fera ou ne fera pas. Dans le magique, il en va tout autrement. Le magicien, il connaît les champs de compétences des divinités ou des forces de l'au-delà, parce qu'il n'y a pas de divinités auxquelles il s'adresse. Et partant de là, il leur donne un ordre d'agir dans tel cadre, sur tel élément, pour telle raison. Les divinités n'ont pas le choix. Elles s'exécutent. Voilà, c'est ça la grande différence entre le magique et le religieux. Voilà, tout ce qui pétille, c'est pas du champagne. Donc, eh bien, cette distinction peut s'appliquer. Ça ressemble à une prière, mais c'est pas une prière. Dans le magique, on ne prie pas, on ordonne. Dans le religieux, on prie, on demande. Est-ce que l'ethnologue peut être pris dans le cadre de recherche, évidemment, dans un jeu qui le dépasse? Comment vous faites pour ne pas vous faire manipuler par les différents discours que vous recueillez? Comment je fais? C'est un peu de méthode. Comme je peux. Non mais, bon, c'est pour ça que, du coup, là, dans les deux cas, on suit mon itinéraire. Clairement, j'ai toujours dit, alors ça, bon, je ne vais pas faire un cours de méthodologie, mais ce qui m'a toujours un petit peu embêté dans les sciences humaines, en France en tout cas, c'est qu'on a globalement la matière grise du scientifique, mais on ne sait pas ce qui s'est passé sur le terrain.
Et les quelques fois où il y a des carnets de terrain, je vous assure, c'est pas drôle, hein, c'est pas marrant. Donc moi, ce que je voulais, non pas que je jette le doute sur le travail des scientifiques, mais en fait, bon, le scientifique, bah, il vous donne, voilà, on a sa matière grise, et puis quoi, bah, on l'accepte ou on la refuse. Là, je voulais lui mettre une carte sur table. C'est-à-dire, on voit comment le travail scientifique s'est fait sur le long terme. On découvre le sujet de l'intérieur. En fait, tout simplement, comme moi-même, j'ai découvert. J'ai jamais décrété que je voulais faire ci ou voulais faire ça. J'ai suivi mes interlocuteurs. Alors, sachant que, quand je parle des sorciers, on en parlait ce midi, c'est pas 3 interviews vite fait, ça a duré des années. Bon, ok, très bien, j'ai rencontré les sorciers, je voulais savoir qui ils étaient, on a noué des relations, parfois très affectives, ils m'ont raconté leur histoire de vie, je connais leur vie sur le bout de mes doigts. Très bien. Ok, mais moi, ce que je veux voir, je sais qui vous êtes, je sais ce que c'est qu'un sorcier, je veux vous voir agir. Moi, l'ethnologie, c'est pas juste entendre des discours, c'est voir opérer les choses. Très bien. Donc, partant de là, c'est pas du jour au lendemain qu'ils ont accepté sur le terrain de les suivre. D'autant que je pouvais, même s'ils m'aimaient bien, perturber leurs opérations. Ils vivent dans un univers dangereux tout de même. Donc il fallait qu'ils acceptent ce curieux qui était là, avec son magnétophone, son appareil photo, son bloc-notes, etc. Voilà. Même s'il me donnait un rôle à jouer, parce que c'était pas pour mes beaux yeux qu'ils acceptaient que je les seconde, éventuellement que je puisse mettre en péril leurs opérations, parce que ça, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, j'ai jamais eu tellement le choix enfin, on dit ça dans nos salles de cours, observation participante, participation observatrice. Ça va pour les premières années, on y est ou on n'y est pas. Enfin, non, c'est ce que je dis tout simplement. Ou on y est ou on n'y est pas. Simplement, l'ethnologue ne choisit pas sa place. Et c'est ça le problème. Donc, des fois, il peut être en situation d'être dépassé par la musique. Donc, à lui d'être vigilant. Là, il n'y a pas vraiment de... Parce que j'ai toujours mes étudiants, il n'y a pas de recette miracle jusqu'où vous devez aller, jusqu'où il y a un moment donné, à vous de savoir. Et voilà. Alors, effectivement, ça n'a pas toujours été simple. Ces gens-là m'ont fait confiance, ont pu lier des relations d'amitié. Là, il y a un bouquin, dans ce bouquin-là, c'est la première fois qu'on voit une magicienne agir. Alors, évidemment, c'est marquant d'un point de vue éditorial. Je l'ai damnée pendant 15 ans avant qu'elle accepte d'être prise en photo. Vous voyez ? Donc, ces relations sur le long terme. Alors, effectivement, des relations comme ça sur le long terme, eh bien, les sorciers ont pu, et c'est arrivé, oublier qui j'étais, à savoir un universitaire qui faisait un travail de recherche, travail qui allait être publié, voilà, ça a toujours été clairement dit. Ils sont pris en photo, ils acceptent, les photos étaient divulguées. C'est-à-dire un scientifique ne collecte pas l'information pour lui-même, mais pour le public, qui redonne, évidemment, avec en sus ces éléments cognitifs, d'explication. Donc parfois, ces gens-là ont pu oublier qui j'étais et les raisons d'être de ma présence auprès d'eux. Parce qu'eux étaient soucieux, forcément, de m'attirer dans leur univers, pour me le faire connaître, donc pour me montrer sa réalité, son intelligence, avec des guillemets, enfin, c'est les bases sur lesquelles il reposait, et pour certains, tout simplement parce qu'ils voyaient en moi un successeur. Alors, effectivement, le barreur de feu qui vous transmet des dons, ça, c'est pas un problème. C'est le feu, ou les mots de dents, ou les oignards. Bon. Il y a des millions de gens en France qui ont ce genre de faculté. La sorcellerie, c'est pas du même registre. Les enjeux sont infiniment supérieurs. Donc voilà. Donc, autrement dit, j'ai fait un petit bonheur comme ça, mais effectivement, j'ai jamais dévié. Les choses ont toujours été claires dans ma tête. Le savoir que j'ai, il n'est pas destiné, mais il est destiné au public. D'où le fait que j'ai écrit pas mal de bouquins, et encore, je n'ai pas donné tout ce qu'il y a dans mes cartons. Et que disent, selon vous, après on passe aux questions publiques, plus largement ces pratiques un peu irrationnelles des groupes sociaux, des marges que vous étudiez? Est-ce que c'est une espèce de France parallèle, imperméable aux lumières, à l'idée républicaine, etc.?
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas tous les critères discriminatoires ne jouent pas pour expliquer le recours ou le non-recours au magique. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle sont les gens. Alors effectivement, moi, travailler sur la sorcellerie, il fallait qu'effectivement je rencontre des clients, des sorciers, envoûteurs ou des envoûteurs, mais hormis la situation qui est la leur et qui va les amener à avoir ce genre de recours, il n'y a rien à dire autrement sur la pratique elle-même. Ils ne savent pas du tout. Les sorciers, ils opèrent rarement en la présence de ces gens-là. Tout au mieux, par exemple dans cet univers-là, une sorte à la campagne, il a fallu nettoyer la ferme, des terrains, etc. Ça a duré des mois. Bon, au mieux, ces gens-là, ils ont été sollicités pour trimballer des sacs de sel béni et des bassines d'eau bénite, et puis c'est tout. Mais le sorcier doit perdre dans son coin. Pas au sus et vu de ses clients. Donc ses clients, ils n'ont trop rien à dire. Au mieux, ils peuvent vous dire « Ah il m'a dit de réciter telle formule ou le soir ou le matin, ou il m'a donné, voilà, ça c'est pour protéger, ou il m'a dit de faire ci ou faire ça. » Mais ça s'arrête là. C'est hors du contexte, il ne sait pas pourquoi. C'est comme vous, vous allez chez Toubib, on vous demande de prendre tel ou tel médicament, vous n'avez pas fait un doctorat en médecine générale pour autant. Donc vous suivez, vous faites confiance et vous suivez les prescriptions. C'est tout. Donc en fait, sur la pratique elle-même, ils n'ont rien à dire, ou vraiment très peu de choses. Donc, obligation, moi qui voulais faire une étude, non pas du sujet, mais de la sorcellerie, donc la pratique elle-même, eh bien d'aller voir les sorciers, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. C'est bien, maintenant je sais qui vous êtes, vous m'avez parlé, eh bien je veux vous voir agir. Donc toutes les affaires que je relate dans tous mes bouquins, des affaires que j'ai suivies de A jusqu'à Z. Du moment où un sorcier est pressenti par quelqu'un qui peut éventuellement devenir son client, jusqu'au moment où celui-ci met fin à la relation, soit parce que le sorcier ne peut pas aller au-delà du point qu'il est arrivé, ou parce que, ça y est, l'affaire est menée à terme, et c'est tout. Voilà, donc c'est de A jusqu'à Z. Très bien, on va passer aux questions du public. Allez-y, n'hésitez pas à vous exprimer. Oui, madame, levez-vous par exemple. Parlez fort pour que tout le monde entende la question. Oui, ma question, et on parle souvent des sorcières, mais dans votre expérience, c'est plutôt les hommes, les femmes, et comment on peut expliquer Alors, la sorcellerie, contrairement à l'ère ambiant depuis 10-15 ans, où on parle beaucoup des sorcières, en fait, la parité est là, c'est moite-moite. C'est pas... La sorcellerie, contrairement à des discours à la mode actuellement, se conjugue pas au féminin. Et ne s'est jamais conjugué au féminin. Quand on parle des procès de sorcellerie, qu'on dit « Ah oui, c'est surtout les femmes qui ont été exécutées parce qu'elles avaient des connaissances sur les plantes, etc., elles étaient guérisseuses, etc. » Ça, c'était une argutie qui nous vient de la Californie des années 70, qui a eu des tas de remous et qui trouve écho maintenant dans un écoféminisme militant, etc. Bon, ok, très bien. Alors ceci dit, c'est vrai. Alors les procès de sorcellerie, on voit, suivant ce qu'on a des sources, parce qu'il faut savoir que quand les sorciers étaient jugés, on brûlait les actes aussi. Il fallait qu'ils disparaissent sur les règles de l'univers, parce que c'est des affidés du diable, donc il n'est pas question qu'il reste des traces. Donc on brûlait également les archives. Ceci dit, il y avait quand même des chroniques de l'époque. Hein. En gros, sur 5 sorciers exécutés, il y avait 3 femmes. Je dirais que c'est toujours 3 de trop. Mais ce n'est pas spécifiquement au féminin. Vous voyez, déjà entre le 15e et le 17e. Et puis il y a des régions sur lesquelles il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières. Comme moi je suis en Bretagne, il n'y a jamais eu de chasse. Il y a eu 2 ou 3 chasses. Il y a eu 2-3 histoires de curés avec les mains baladeuses. Ça s'est vite réglé. Et puis 2 histoires de chercheurs de trésors. Alors ça, c'était imparable. Là, ils partaient en fumée, tout simplement parce qu'ils s'opposaient, ils marchaient sur les prérogatives royales, qui était le seul personnage à pouvoir battre or et monnaie. Donc, des chercheurs d'or, c'était cuit. Mais chercheurs d'or, c'était 3 personnes, je crois, à Quimper, et puis 3 ou 4 dans la région de Fougères. Il y a des régions sur lesquelles il n'y a jamais eu ces poursuites de sorcellerie.
D'autres, oui. Après, il faut voir pourquoi certains coincent et pas d'autres. Mais pour répondre à votre question, ça c'est, contrairement à ce que l'on dit, jamais conjugué au féminin, même si la part des femmes a été aussi, n'est pas nulle, loin de là. Une autre question? Oui, madame. Pour faire le lien avec la question de Madeleine, est-ce que vous pouvez quand même estimer un nombre de sorciers-sorcières en France? Et est-ce que vous pouvez peut-être, sur le plan territorial, Alors, sur le plan territorial, j'ai dit tout à l'heure, moi ça m'agace parce que je viens de Bretagne, qu'on me dise ah ben oui, vous là-bas en Bretagne, voilà, il y a Merlin à tous les coins de rue et des lutins partout. Non. La sorcellerie, il y en a dans toute la France. Il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des spécificités régionales. Il y a des régions où la parole sur le magique est moins taboue. Vous allez dans l'ouest de la France, donc vers la Bretagne. En gros, passez la boucle de la Seine, la parole est de plus en plus audible. Et en Bretagne, effectivement, mais aussi le nord du Poitou-Charentes, on n'a pas peur du magique. Le Berry, on a beaucoup parlé. Voilà. Alors, dans le Berry, on en a peur, on n'en parle pas. Vous allez dans le pays de Caux, donc en remontant, là, vous parlez de sorcellerie, c'est profil bas. Les gens, ils ont la trouille. Dans le Berry, même chose. Alors que en Bretagne, voilà, on en parle plus aisément. Mais c'est pas parce qu'on en parle plus aisément dans certaines régions qu'il y en a plus. Il ne faut pas confondre les deux faits. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est le premier élément. Quand j'ai commencé mon travail d'enquête, c'est de mettre des punaises de couleurs sur des cartes IGN pour répertorier les guérisseurs, les sorciers, etc. Alors je peux donner juste une estimation, parce que ces gens-là, professionnellement, ne sont pas répertoriés tels quels. Hein. En gros, vous prenez un canton à échelle rurale, j'estimais autour de à peu près 5, les sorciers. C'est-à-dire des gens, sorciers, c'est envoûtement des envoûtements, on ne parle pas des guérisseurs. Les choses sont bien claires. À peu près 5 personnes. Vous prenez, s'il y a une partie urbaine dans ce canton, vous pouvez multiplier par 2 en gros. Ce qui veut dire, donc c'est un ordre d'idées, mais ce qui veut dire surtout, c'est qu'on n'a pas, c'est pas marginal, c'est pas des scories d'éléments du passé. C'est surtout ça qu'il s'agit bien de retenir, et aussi bien donc en ville qu'en campagne. Alors maintenant, les cartes sont, c'est brouillé. Maintenant, il y a cette vague du mieux-être, du sacré féminin, etc. Tout le monde, beaucoup de femmes se trouvent sorcières, l'attirance à la terre-mère, aux racines, aux ressources culturelles. Non, mais c'est pas des blagues. Et avec les réseaux sociaux, c'est pas nouveau. Hein. Déjà, quand j'ai commencé, il y avait des revues occultistes, etc., que vous pouviez trouver dans les kiosques, dans les marchands de journaux. Sauf qu'avec le numérique, c'est puissance 10. Voilà. Et puis, à l'époque, il y avait des revues, des journaux, etc. Il pouvait y avoir des procès, parce que le responsable de revue pouvait être poursuivi pour publicité mensongère ou autre chose. Donc ça c'était une réalité. Les revues ont disparu, il y avait des plaintes, il y avait des ceci, des cela. Là, maintenant, non. Elon Musk, il n'en a rien à foutre. Hein. Non, mais ça, c'est la réalité. Donc là, on a vraiment un brouillage terrible, et puis une puissance 10 par rapport à tout cet univers où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, vanter tout et n'importe quoi. Donc, le public en tant que tel, clairement, un novice n'a strictement aucun moyen de s'y retrouver, de démêler le tien du bien là-dedans, de savoir qui est qui fait quoi et comment. Ça, c'est clair. Avant, on avait des repères qui étaient plus clairs. Même dans le domaine du culturel, des bouquins sur le magique, il y en a toujours eu. Le 19e siècle, la fin du 19e, ça faisait florès, le magique. Mais on avait quand même des repères entre les éditeurs sérieux et les autres qui étaient moins sérieux, des éditeurs ciblés purement ésotériques. Là maintenant, non. Maintenant, avec le numérique, faire un bouquin, ça coûte rien. 2 000 €, vous faites votre bouquin. Donc, voilà, hormis être spécialiste de la chose, et de savoir à peu près, quand on connaît les pratiques, qui fait quoi, donc à condition de s'ingurgiter des tas d'informations qui sont indigestes, là pour le coup bon appétit, maintenant c'est quasiment
voué à l'échec, quoi. Alors qu'avant, on avait des repères plus tangibles. Mais avant, de mon époque, au siècle dernier, dans les années 70-80. Oui. Oui, effectivement, on parle beaucoup de féminin sacré. Ça, c'est dû effectivement à l'essor d'un néo-féminisme. Par contre, j'ai une question plus simple. Dans toutes vos rencontres, est-ce qu'une personne, si vous aurez effrayé, c'est-à-dire vous êtes devant quelqu'un, vous dites, cette personne, elle m'inspire pas confiance, elle me fait peur, ou elle porte vraiment quelque chose. Ah oui, non, mais bien sûr que maintenant j'en parle de façon détachée, parce que ça fait plusieurs décennies que je travaille là-dessus. Non, mais des fois j'étais dans mes petits sabots, bien sûr. Non, mais clairement, hein. Mais je vous renvoie à ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai pris une écriture narrative dans ces deux livres-là, où on suit de l'intérieur l'enquête au quotidien. Parce que je ne pouvais pas présager à l'avance de ce qui allait se passer. Et parfois, effectivement, d'emblée, c'est un univers qui se vit dans le registre du danger, où il s'agit d'attaquer des gens, ou se défendre de gens. Donc le danger, c'est le leitmotiv, réel ou supposé, mais peu importe, c'est la ligne rouge. Bah voilà. Il y a des objets, je veux dire, quand vous découvrez des poupées, par exemple des histoires de paysans, là, dans le bouquin bleu, à un moment donné, le fils de la famille, qui habitait la région parisienne, décide de passer ses vacances pour aider ses parents à la ferme. Ok, fini le boulot, il prend la route, bing, il se paye un arbre. Hein, il est parti le soir après le boulot, il est fatigué. Voilà. Il est parti le soir après le boulot et il se prend un arbre dans un virage. Les gendarmes, évidemment, font l'enquête. Il devait être crevé, voilà, il a mal négocié le virage, il était fatigué. Voilà. Ça, tous les quotidiens régionaux, le lundi matin, c'est le leitmotiv, il y en a plein à la presse régionale. Clairement, le désenvoûteur, pour lui, non. C'est voilà, un coup du jeteur de sort. Évidemment, la famille, elle était dubitative, mais pour elle, c'était un coup du sort, comme on dit. Bon, là, on est dans le domaine des suppositions. Simplement, plusieurs mois après la fin de l'histoire de sorcellerie, c'est fini, le jeteur de sort a été châtié, voilà. Plusieurs mois après, vraiment par hasard, le paysan évente son fumier pour l'épandre. Dans le fumier, on trouve un baigneur et du clé. Voilà. Donc ça, les objets, on les trouve. Et on les trouve très souvent après coup. Donc ces objets de sorcellerie, ils ont bien été faits par des mains humaines, ils ne sont pas venus là tout seuls. Il y a des objets. Je parlais de la chambre à coucher, où souvent on dépose des sorts. Là, vous verrez, il y a tout un tas de photos avec des plumes, des ronds de plumes, etc., qu'on va trouver dans les literies. Alors ça, moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est ma expression, j'en suis resté sur de ronds de flanc. Enfin, j'étais absolument ébahi, quoi. Mais la première fois, c'était avec une des envoûtures. Pour elle, elle en avait vu comme ça. Donc, moi, j'ai pris des photos. Et effectivement, je suis tombé plusieurs fois au cours de mes enquêtes sur ce genre d'objets. Les objets sont là, ils ont été façonnés et ils ont été mis là à dessein pour des raisons bien précises. Donc, c'est un univers qui est sous le registre du dangereux. Et moi, avant d'y être, je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'engager. C'est tout simple. Donc, après, c'est à rejoindre la réponse que je vous faisais. J'ai fait un peu comme j'ai pu. Et bien, des fois, effectivement, oui. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais dans les petits souliers. Mais j'imagine que quelqu'un qui fait une ethnologie des pêcheurs en ratsin, quand ça souffle, on va se demander ce qu'on fait là sur le bateau. C'est un peu ça, quoi. Oui, merci. Est-ce qu'un sorcier, une sorcière va adopter une identité sociale de façade pour dissimuler et offrir paravent à la réalité de ses activités, ou pas du tout, il va s'afficher, ou il va faire simplement en hobby d'une réelle activité sociale Non, pas les sorciers. Les sorciers ont une identité de façade. En fait, pour deux raisons. D'abord, donc, on est dans le registre du danger, et donc il ne faut pas se faire connaître en tant que sorcier. On agit dans l'ombre. Donc, pour le coup, méfiance. Tous les sorciers qui affichent sur bobine, à la télé ou à la radio, là, il y a doute.
C'est un univers de l'occulte, donc pourquoi aller en pleine lumière? Là, ça ne colle pas avec la pratique elle-même. Et puis deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que c'est infiniment plus lucratif d'être sorcier que d'être guérisseur, c'est clair. Le fisc ne voit pas la couleur de l'argent sorcier, donc ces gens-là ne s'affichent pas. Hein. Moi, quand j'étais en campagne, à l'époque, c'était très facile, il y en avait plein qui étaient paysans, tout simplement parce qu'ils avaient 3 hectares et une vache, ça suffisait. Ben oui, on était à la mutualité sociale agricole, et puis, voilà, ça s'arrêtait là. Ou autrement, ils étaient employés de je ne sais quoi, et au chômage, et voilà. Des gens, en fait, qui dissocient bien ce qui est leur univers géographique dans lequel ils peuvent être connus, et puis leur vie qui a côté. Moi, j'ai beaucoup de sorciers pour gagner de l'argent. Ils avaient une maison à la montagne ou un bateau, etc. Mais là où ils n'étaient pas connus, là où ils étaient connus, vraiment, ils avaient un mode de vie qui était vraiment de pas grand-chose. Une voiture moyenne, une petite maison moyenne, voilà. Et les grosses bagnoles, c'était là où ils n'étaient pas connus. Donc ça gagne bien sa vie. Comment? Ils gagnent bien leur vie, alors. Oui, mieux Oh, qu'à là, c'est pas. oui, mieux qu'à mettre dans l'autre, ça c'est clair. Oui. Est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche, c'est ça. Ça marche parce qu'il y a effectivement... Alors voilà, moi c'est ça, et on en terminera là, c'était ça la question qui m'intéressait. C'est, effectivement, il y a une pratique sociale, des gens qui ne font pas rien, qui font des vraies choses. Ben, vous avez il y a des vrais objets, donc ils opèrent, ils disent pas, moi je les ai opérés, donc c'est clair, il y a des traces de ce qu'ils font, et les clients. La question que je posais, c'est qui évalue les effets de la sorcellerie, comment, dans quel cadre, quels sont les critères d'évaluation? Le critère d'évaluation, il est clair. Les clients, ils ont une demande au départ, ils savent pourquoi, donc ils peuvent décrire la situation dans laquelle ils sont, ils veulent une situation différente, qui correspond à ce qu'était leur situation avant que tout commence à se déglinguer. Ils ne cherchent pas la lune. Ils veulent recouvrer la situation qui était la leur avant que la sorcellerie commence à leur rencontre. Partant de là, il faut intervenir une tierce personne, qu'on peut qualifier comme prestataire de service en quelque sorte. Cette personne mêle un certain nombre d'opérations, donc il y a des actes clairs qui sont faits. Partant de là, eh bien, il doit toujours y avoir un effet. Déjà, la sorcellerie, c'est comme le tir à la cible. La cible est identifiée, eh bien, le sorcier opère et on doit avoir un impact sur la cible. Voilà. S'il n'y a pas d'impact, c'est que la cible, ou il a loupé la cible, ou la cible s'est protégée. Mais il doit y avoir un impact. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, eh bien, c'est que la situation doit s'améliorer et l'accumulation des sorts doit s'arrêter. C'est clair. Seulement quand la situation sera clairement établie sur ces deux registres-là, c'est bien ces deux registres, en même temps, là, la personne qui n'y connaît rien pourra devenir un croyant dans le domaine du magique et à son tour, éventuellement, être un révélateur à quelqu'un à qui il arrive des tas de choses et dire, bah oui, la sorcellerie existe, la preuve, il s'est passé ça. Lui, la croyance se forge après coup et non pas avant coup. Alors, la grande différence qu'il peut y avoir, par exemple, avec la psychanalyse, c'est un des thèmes sur lequel j'ai planché, c'est que, en gros, un psychiatre, une fois qu'il a fait son job correctement, c'est fini. Vous avez exorcisé vos démons intérieurs, vous vous êtes retrouvés, vous savez qui vous êtes, après c'est fini, au revoir. Donc, la relation se clôt. Là, la relation se clôt jamais. Le sorcier devient une espèce... Bon, la situation, c'est hier, elle est revenue à la normale, mais le sorcier est un personnage que l'on peut aller consulter éventuellement des années plus tard. Hein, la relation reste ouverte, au cas où. Vous voyez, la relation reste ouverte au cas où. Alors qu'avec la psychanalyse, non. On va passer une mauvaise passe, bon, voilà, c'est fini. C'est ça la grande différence. Si on en a besoin d'un, comment on peut rentrer en contact? Voilà, merci à tous. Merci à M. Clémy pour cette conférence très intéressante. Merci.
vous pouvez acheter des livres auprès de M. Camus ou auprès du libraire. C'est pas les mêmes. Et la prochaine fois, une conférence sur le vin, ce sera la dernière.